Les débats avec vous jusqu'à midi, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis, je vous ai abondamment cité hier à propos à propos de votre blog et de votre papier sur McKinsey, et je pense que vous allez nous en reparler. Sur Sud Radio. Voilà, vous êtes avocat, votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Geneviève Botzinger, présidente de l'agence Image, bonjour. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est mort. Non, est publié aux éditions du Cerf. Et Pascal Jalabert, bonjour, journaliste politique et éditorialiste. Merci d'être avec nous. On va parler de Nicolas Sarkozy qui n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse. Je voulais qu'on s'intéresse également à ces détenus radicalisés. C'est un article à lire dans le Figaro sur le profil inquiétant de l'assassin d'Ivan Colonna, qui est un détenu radicalisé et qui, depuis 9 ans, n'a fait l'objet d'aucun suivi. Et puis Covid, faut-il remettre les masques, tous ces sujets avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de zapping de la présidentielle parce qu'il y a des temps de parole, des temps d'antenne, que c'est un casse-tête de malade. Je rends hommage à Quotidien qui tous les soirs, c'est l'égalité parfaite. Donc, si on parle d'un candidat une minute, il faut parler de tous les autres candidats. C'est à peu près cela, et surtout on a le droit de dire du mal, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ah bah c'est bien. Et quand on dit du bien, voilà, donc c'est une usine à gaz, c'est un truc complètement ingérable. On a le droit de dire on a le droit de dire plus de mal que de bien. Oui, si vous dites du mal, ce n'est pas comptabilisé. Je le rappelle tous les jours parce que je ne me remets pas de cette règle complètement débile. Oui, parce que quand on dit du mal d'un candidat, c'est qu'on dit, à contrario, du bien en même temps, du bien d'autres. Enfin, c'est. Oui, mais pas nommément. Pas nommément. Oui, oh là on peut dire du mal de tout le monde. Pas nommément, mais c'est vrai que d'ailleurs. Et je pose on peut être équitable dans notre traitement. Et je pose la question, que fait-on quand des candidats ne veulent pas venir s'exprimer sur une antenne? Comment on est contraint par cette... Ça vous arrive, ça? Oui, ça arrive. D'accord. Voilà. Il y en a qui ne veulent pas venir sur Sud Radio. On ne donnera pas de nom. Mélenchon ne veut pas aller chez Mediapart. Quelle surprise. Voilà. Mais voilà. Voilà, donc je ne sais pas comment on fait. Et Mediapart est un réseau social, donc ça veut dire que ça ne compte pas. Ils n'ont pas les ça compte pas. Ils n'ont pas. Ah, c'est vrai, oui. Et je rappelle que les candidats sont sur les réseaux sociaux, diffusent leurs discours. Enfin, c'est un peu absurde. C'est un peu comme les 500 signatures. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudra peut-être revoir. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec Geneviève. Un peu de légèreté. Oui, c'est léger. Oui. Écoutez, léger et sombre. Léger et sombre à la fois. Oui, j'ai regardé hier la série sur Johnny. Il paraît que c'est formidable. C'est absolument formidable. Ouais. D'abord, vous revoyez effectivement toute sa vie, vous voyez ses failles, ses douleurs, ses souffrances. Je me souvenais pas qu'il avait été marié si souvent. Hein. Donc ses amours, mais à chaque fois il épouse. Enfin, à chaque fois. Il en a quand même épousé pas mal. Ses défaillances. Adeline 2 fois. Hein. Oui, absolument. Adeline 2 fois. Bon, Sylvie, il a failli divorcer, puis il est revenu. Enfin bon, c'est une vie conjugale compliquée, mais surtout son immense talent. C'est la face sombre de Johnny dans ce documentaire, apparemment. La face sombre, effectivement, ses addictions à l'alcool, à la drogue, mais aussi son immense talent, son rapport avec ses fans. Enfin, j'ai trouvé ça absolument merveilleux, plein d'émotions, plein de tendresse. Et moi, j'ai adoré, donc je le conseille. Oui, mais j'ai une amie qui m'a dit la même chose, qui m'a dit qu'elle avait regardé tout d'affilé, que c'était vraiment remarquable. Ça a été mon cas. J'ai regardé une partie de la nuit. Tout d'affilée. Arnaud Benedetti, un coup de cœur. Alors moi c'est un coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur pour un livre qui est sorti, très sérieux, aux presses de Sciences Po. Alors on parle beaucoup de la campagne présidentielle en ce moment et du désintérêt parfois manifeste d'un certain nombre de nos compatriotes. C'est un livre qui est publié par un chercheur du CEVIPOF, Luc Rouban, qui s'intitule Les raisons de la défiance. C'est très intéressant parce qu'il explique que cette défiance est quand même, malgré tout, vis-à-vis du politique, assez spécifique en France. Que c'est en France qu'on a toute enquête d'opinion et tout baromètre confondu, la plus grande méfiance vis-à-vis de la classe politique, beaucoup plus que chez nos voisins, que c'est en France où les taux d'abstention aux élections sont les plus forts. Également. Et il essaye de comprendre les raisons de cette défiance. Alors parmi les raisons de cette défiance, il y en a une qui est assez évidente, c'est qu'il y a un sentiment, le sentiment qui se développe, c'est que l'État est aujourd'hui impuissant à bien évidemment répondre à un certain nombre de questions et de préoccupations des Françaises et des Français. Mais il a une autre explication qui est fondée en plus sur des données objectives, sur beaucoup d'enquêtes. Le CEVIPOF fait beaucoup d'enquêtes et a de nombreux baromètres, donc tout ça est assez étayé. C'est qu'en fait, un grand nombre aujourd'hui de nos compatriotes
compatriotes considèrent que la politique ne fabrique plus d'avenir, que l'idée qui était quand même de considérer que l'avenir serait meilleur pour leurs enfants qu'il ne l'était pour eux est une idée qui aujourd'hui n'est plus dominante, loin de là. C'est qu'on considère que finalement l'avenir de nos enfants sera plus difficile que celui que le nôtre. Ça, c'est un point important. Et un troisième point qui est mis en avant par Rouban, c'est que en fin de compte, la République ne reconnaît plus, le sentiment que la République ne reconnaît plus, que l'État ne reconnaît plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissociation entre la volonté d'équité des Français, qui est très forte. On sait que la passion française pour l'égalité, c'est un vieux sentiment. Et ce que les élites de la République rendent aux Français dans leur reconnaissance. Donc, tous ces éléments expliquent aujourd'hui, finalement, le désamour, dont on verra s'il est confirmé lors des prochaines élections présidentielles avec le taux de participation, qui est quand même un très bon indicateur, qui montre quand même cette défiance grandissante. Donc, c'est un ouvrage très étayé, 120 pages. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je le recommande. Très bien, donc ça s'appelle les raisons de la défiance. Pascal Jalabert, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre les parlementaires, même s'ils ne siègent plus, puisque avant de partir... Au Sénat, ils siègent. Oui, c'est vrai, le Sénat siège encore, mais les députés ont augmenté de 3,4% la valeur locative. Alors, comme ça paraît abstrait, mais la valeur locative, c'est ce qui sert à calculer la taxe foncière. Donc la taxe foncière que paient tous les propriétaires. Et rappelons que parmi les propriétaires en France, il n'y a pas que des gens riches. Il y a des familles modestes, il y a des retraités modestes. Donc la valeur locative a augmenté de 3,4%, ce qui veut dire que mécaniquement, la taxe foncière va augmenter. Et pire que ça, comme beaucoup de collectivités locales ont appliqué des taux, alors c'est un peu complexe techniquement et financièrement, mais bref, ils vont tous aussi appliquer des taux en augmentation parce que c'est le début du mandat, eh bien les Français recevront la facture au mois de septembre ou au mois d'octobre selon les départements, avec une taxe foncière en forte hausse cette année. On sait de combien à peu près? Est-ce que ça va représenter en pourcentage? Tout dépend en effet des communes et des départements, puisqu'après c'est chacun qui c'est très très variable. Mais déjà, à minima 3,4%. Et après, on va voir ce qu'ont ajouté chaque collectivité locale qui ont terminé de voter les budgets, puisque c'est jusqu'au 31 mars que l'on vote les budgets. Donc au moment où on parle de pouvoir d'achat, au moment où on donne 18 centimes pour les carburants, des parlementaires votent une hausse de la valeur locative, et en plus cet argent il va dans la caisse des collectivités locales, donc les citoyens mettront la faute sur les élus locaux et pas sur les parlementaires. C'est assez hypocrite. Alors qui l'a voté d'ailleurs ? La majorité, évidemment. La majorité l'a voté, et on n'a pas trop entendu les oppositions sur le sujet parce que tout le monde était dans sa circonscription à faire campagne. Donc c'est passé inaperçu. C'est pour ça que c'est bien d'en parler ce matin, parce que c'est quand même un mauvais coup aux propriétaires les plus modestes. Alors c'est vrai que celui qui a des gros revenus, il ne le verra pas passer. Mais des milliers vous avez raison de dire qu'il y a plein de petits propriétaires. Il y a plein de petits propriétaires, des retraités modestes qui sont propriétaires, des Français modestes qui héritent de propriétés. Et donc, ça fera au mois d'octobre une baisse du pouvoir d'achat avec cet impôt qui est payé quand même par quasiment 35-40 millions de Français. Il y a apparemment des grandes différences en ce qui concerne la hausse de la taxe foncière entre les villes. J'ai vu des hausses déjà prévues très, très, très hautes, par exemple à Nantes, à Tours, dans des villes comme ça, et d'autres beaucoup moins. Régis, vous allez faire votre coup de gueule parce que je pense qu'on va en discuter évidemment après le journal. Moi, j'avais un petit coup de gueule contre l'équipe de France qui s'est rendue à Lyon en Lille, en avion 300 km en jet privé. Entre Clairefontaine et Lille, il y a 300 km. Ils ont pris l'avion. Donc voilà, on a Kylian Mbappé qui d'un côté refuse de s'afficher avec des sponsors parce que c'est de la malbouffe, etc. En revanche, l'écologie, ils s'en foutent un peu. Non, vous trouvez pas ça choquant? 45 000 € pour le jet. Surtout qu'en train, c'est vite fait. C'est pas eux qui décident, c'est pas les joueurs. Non, c'est pas les joueurs. C'est la fédération. Non, mais enfin, les joueurs pourraient, ils pourraient avoir une petite conscience en disant, mais enfin, c'est absurde. Lille, c'est 1 heure de train ou de car.
cars ou de ce que vous voulez. 3 heures de bus, oui. C'est surtout les dirigeants de la Fédération française de football qui pourraient y réfléchir. Puis quand on compte le temps de se rendre au Bourget, d'embarquer dans l'avion, d'arriver à l'aéroport de l'Île-les-Quais, de débarquer, de reprendre un bus. Il y a peut-être plus de temps. Mais c'est plus confortable. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et je crois qu'on va reparler de McKinsey. Mon petit doigt me dit ça. Ah bon? Ah oui, allez, à tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, vous êtes communicante. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On va revenir sur le profil inquiétant de l'assassin d'Ivan Colonna. Que faire des détenus radicalisés en 9 ans de détention? Il n'a jamais été évalué. On en reparle avec vous. Faut-il remettre les masques? Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse. Et puis un auditeur, Stéphane, m'alerte sur l'interview à l'instant du président de la commission de régulation de l'énergie qui dit chauffer un peu moins, éteignez la lumière, roulez moins vite et les restrictions énergétiques risquent d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Mais on n'aura pas le temps de traiter tous ces sujets. Alors Régis de Castelnau, un coup de gueule. J'ai lu votre blog sur McKinsey où vous dites, prenons au mot Emmanuel Macron qui dit si vous n'êtes pas content, allez au pénal, qu'ils aillent au pénal, et vous dites il y a matière à aller au pénal pour McKinsey, c'est cela? Alors, je l'ai dit dans un article de mon blog, mais je l'ai dit également sur plusieurs réseaux, en vidéo, à Front Populaire aussi. Donc, effectivement, moi, j'ai regardé cette affaire avec l'œil du spécialiste, je le revendique un peu quand même, et donc je considère qu'il y a de très lourds soupçons d'infractions pénales multiples. Donc, vraiment, il y a de grosses suspicions, et puis ça porte sur des sommes tout à fait considérables. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que malgré ce qu'a dit le chef de l'État, que ça aille au pénal, qui est-ce qui doit réagir à ça? C'est le parquet. Et d'abord et avant tout, le PNF. Et le PNF ne bouge pas, dort paisiblement, continue de se déconsidérer et ne fait rien. Alors, stop. Si, le PNF, il bouge. Il a bougé en urgence contre Fabien Roussel pour ses 2000 € par mois. Il a obtenu l'aggravation des mises en examen pour une affaire qui dormait depuis 5 ans, les comptes de campagne de Mélenchon en 2017. Et hier, on apprend qu'il y a une affaire lancée, nous dit-on dans la presse, parce que la presse a été informée, contre Laurent Wauquiez, parce que ça concerne la ville du Puy-en-Velay. J'ai jeté un coup d'œil sur ça, et ça ressemble à du cloche-merle. Laurent Wauquiez n'est pas concerné, mais on le met en cause, et naturellement, le PNF a démarré tout de suite, au quart de tour, audition et perquisition à grand spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont une torpeur qui est éminemment sélective. Je viens d'écouter les infos, là, et je me dis, tiens, c'est curieux. 25 janvier 2017, le Canard enchaîné publie un article sur l'emploi d'attaché parlementaire de Pénélope Fillon. C'est un mercredi. À 11h, le PNF ouvre une enquête préliminaire et on sait ce qu'il en est advenu derrière. Ce matin, le Canard enchaîné publie un article accablant concernant ces questions d'optimisation fiscale qui sont probablement de la fraude fiscale, sur les carences de contrôle, sur le fait que Bercy a fermé les yeux, et ça ne peut être que volontairement. Il est 11h06, aucune enquête préliminaire n'a été déclarée par le PNF. Alors, attendons la fin de l'émission. Alors, il y a une conférence oui, ils attendent la fin de l'émission. Il y a une conférence de presse qui est annoncée. Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin tiendront une conférence de presse pour répondre aux accusations contre le gouvernement dans l'affaire McKinsey. Ce matin, Bruno Le Maire était invité chez nos confrères d'Europe 1 et Sonia Mabrouk lui a posé la question de savoir si Bercy avait effectivement été pour le moins laxiste, et il n'a pas répondu. Il a répondu par d'une indignation en disant qu'Emmanuel Macron était celui qui avait lutté contre les fraudes des GAFA, l'optimisation fiscale, etc. Mais il n'a pas répondu sur le fond. Donc on attend avec impatience cette conférence de presse. Pascal Jalabert. Oui, alors, moi, mon coup de gueule, attendez, oui, allez-y. Je termine moi, mon coup de gueule, c'est sur le comportement des magistrats. C'est-à-dire que la France commence à ressembler de plus en plus à une république bananière, et ce qui le permet,
ce qui est la clé de cette dérive, c'est le comportement d'une partie de la magistrature, et je pense en particulier au PNF. Mais ils ne sont pas censés être indépendants ? Non, le parquet n'est pas indépendant, mais ce n'est pas une question d'indépendance. Ils ont fait élire Emmanuel Macron en 2017 en liquidant politiquement la candidature de Fillon, et là, ils continuent à le soutenir, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, Pascal moi, je ne vais pas me placer sur le terrain politique. Sur le terrain politico-judiciaire. On va quand même laisser le temps aux magistrats de regarder le dossier. Mais dans cette affaire, il y a 3 points. Plus vite pour regarder le dossier. Il y a 3 points qui interpellent. Le premier, c'est le fait que quand même le directeur des études d'En Marche soit celui qui ait traité les dossiers chez McKinsey. Il est passé chez McKinsey après la campagne et c'est lui qui traite les dossiers. Premier point. Deuxième point, c'est la qualité des rapports fournis. Absolument. Sur ce qu'on en a vu pour le moment, il y a du copier-coller, il y a de grosses banalités, bref, des rapports qui ressemblent, qu'auraient pu faire des étudiants de 3e cycle de la Sorbonne ou de Paris-Dauphine. Voilà. Et surtout, le plus scandaleux, c'est que quand même l'État français... Ils font mieux, la Sorbonne. Oui, mais ils ont très bien fait. Le plus scandaleux, c'est que l'État français forme des hauts fonctionnaires. On a quand même l'État, on a l'INP, on a des facultés de haut niveau. Et il faut ce type d'organismes qui sont censés réfléchir. Il faut aller chercher un cabinet de consultation international pour faire leur boulot. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a ces compétences-là, y compris sans doute à Bercy, y compris dans nos universités, et on va chercher un cabinet international qui prend une commission très importante et qui en plus ferait de l'optimisation fiscale. Donc là, il y a un gros dysfonctionnement, et de la conférence de presse, on peut attendre des explications là-dessus, plus que des indignations sur le côté fiscal. On rappelle le montant, le montant. Attendez. 1 milliard d'euros pour 2021, pour l'année 2020. Pardon ? Attendez, Geneviève, je veux juste apporter une précision. J'aurais dû dire pour l'année 2021, c'est quand même 1 milliard d'euros pour l'année 2021. Oui, alors attendez, pour des dossiers. Sauf que le sénateur dit qu'en fait, ils ont travaillé sur 10% des administrations et des opérateurs publics. Donc, ça veut 1 milliard, c'est le bas mot. C'est le bas mot. C'est peut-être beaucoup plus à ce stade. On n'en sait rien. C'est potentiellement une énorme affaire. C'est quand même potentiellement une énorme affaire. C'est plus qu'un organisme. Alors, pas tous en même temps. Geneviève, attendez. Régis, c'est votre affaire. Mais attendez, Geneviève voulait dire quelque chose. C'est potentiellement quand même une énorme affaire qui sort très tard dans cette campagne présidentielle. Oui, qui sort tard et qui a mis du temps. Et qui a mis du temps justement parce qu'elle sort tard. Oui, et qui a mis du temps à prendre dans les médias et dans l'opinion publique. Et là, conférence de presse, ça prouve qu'il y a quand même le feu au lac, comme on dit. Pardon, Régis. La manière dont Emmanuel Macron aussi a réagi, sur la célérité sélective des magistrats, sur la célérité sélective. L'affaire de Puy-en-Velay, avec campagne de presse qui a commencé hier, avec des perquisitions, etc., la plainte date d'il y a 3 semaines. Ils se sont immédiatement saisis. Faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. La deuxième observation, c'est que la commission d'enquête a commencé à travailler depuis un moment. Les auditions ont été répercutées, y compris le faux témoignage probable du patron qui avait bafouillé, c'était dramatique, du patron de McKinsey. Donc les magistrats sont informés depuis 3 ou 4 mois. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et si on dit ça arrive tard dans la campagne, c'est justement parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, et qu'aujourd'hui, ils continuent à refuser catégoriquement de le faire. J'ai quelques contacts avec l'étranger, l'image du fonctionnement des institutions de notre pays, l'image de scandale est dramatique. Oui, mais il y a plusieurs choses dans l'affaire McKinsey. Il y a l'optimisation fiscale, ou le non-paiement d'impôts, je ne sais pas comment ce sera qualifié. On m'envoie la dépêche à l'instant, effectivement, de l'interview de Bruno Le Maire qui dit « Nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de lutte contre l'optimisation fiscale. » Et c'est pas la question. Il y a quand même un problème avec les déclarations de Le Maire sont extraordinaires. Notamment, il y a une semaine, je crois, il intervenait sur d'autres ondes. Il dit qu'il n'était pas au courant. Mais je suis désolé, mais il me semble bien, je parle sous le contrôle d'un avocat, mais quand vous vous soumettez à un appel d'offres, le code des marchés publics contraint celui qui se soumet à l'appel d'offres à présenter un document, une attestation fiscale, me semble-t-il. Donc sinon, on ne peut pas attribuer. Sinon, on ne peut pas attribuer. Donc Bercy était au courant. Alors bien sûr, ils étaient au courant qu'ils étaient
prétendument en règle avec le fait d'acquitter l'impôt sur les sociétés. Mais moi, je suis quand même très surpris que, alors qu'on sait qu'en plus que McKinsey, le rôle de McKinsey est critiqué depuis très longtemps avec la crise sanitaire. Donc ça veut dire que personne à Bercy ne s'est quand même inquiété de savoir si McKinsey payait l'impôt sur les sociétés en France. Donc c'est quand même un problème. Ça ne tient pas debout. C'est quand même problématique. Alors Bruno Le Maire a assuré qu'une vérification fiscale avait été lancée par Bercy à l'encontre de McKinsey avant le rapport du Sénat publié mi-mars. Et donc, il dit qu'ils s'en sont préoccupés avant. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, cette affaire? Alors là, on parle plus d'un point de vue politique, oui. Politique, Arnaud si vous voulez, moi je partage ce que vous dites, c'est-à-dire ça a mis du temps à percoler quand même, parce que le Sénat a fait sa conférence de presse il y a maintenant une dizaine de jours à peu près, je crois. Donc ça commence en effet à devenir un sujet de controverse et de polémique. En effet, je rejoins tout ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire que les chiffres sont assez quand même ahurissants. Le fait que quand même en France on dispose de corps d'inspecteurs, il y a les inspecteurs des finances, il y a les inspecteurs d'éducation nationale, il y a eu un rapport sur l'enseignement qui a été fait sur la modernisation de l'enseignement qui a coûté près de 500 000 euros. Il devait d'ailleurs y avoir un colloque à la clé. Le colloque ne s'est jamais tenu. Quand vous lisez les extraits du rapport, en effet, c'est des copier-coller de documents, de passages que vous trouvez dans des documents officiels. Donc ça veut dire que les rédacteurs du rapport McKinsey ne se sont quand même pas tellement fatigués, et mis à part de faire du copier-coller. Donc tout ça dépasse l'entendement. Je pense qu'en effet, il y a eu à un moment donné un abus dans l'usage des cabinets, ça c'est clair. On serait dans une campagne présidentielle normale, avec une campagne présidentielle, avec des sujets de campagne présidentielle, avec une vraie campagne, avec des débats de campagne présidentielle. Je pense que ça prendrait très très fort. Là, on n'est pas dans une campagne présidentielle. Je pense que pour que ça prenne maintenant très fort, il faudrait en effet, là je rejoins Régis, qu'il y ait une convocation d'un dirigeant de McKinsey, voire d'un politique, pas forcément Macron d'ailleurs du tout, voire d'un politique. On peut pas, de toute façon, chez les juges, ou au moins des auditions par le SRPJ, des choses comme ça, parce que il y a quand même beaucoup d'éclaircissements à demander qui en effet peuvent relever du pénal. Il y en a un qui relève du pénal. Voilà. Le directeur général adjoint de McKinsey a précisé qu'il payait les impôts sur la société. Donc le Sénat, la commission d'enquête au Sénat a transmis au procureur de la République parce que tout simplement il témoigne sous serment et qu'en l'occurrence il a menti à la représentation nationale. Mais lisez pardon de refaire encore de la pub pour vous, cher Régis de Castelnau, mais sur votre blog vous expliquez en quoi ça relève du pénal. C'est très bien argumenté. Il y a plusieurs infractions qui sont, à mon avis, où le soupçon est plus que lourd, quoi. Oui, c'est ce que vous dites. On va voir la conférence de presse et peut-être que le parquet national financier vous aura entendu d'ici midi, on verra. On se retrouve dans un petit instant, on marque une pause et on se retrouve avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, Geneviève Gotzinger, Arnaud Benedetti et Pascal Jalabert. Je ne sais pas quel sujet on va traiter, j'aurais pu vous demander avant. Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse, ça vous étonne ? Geneviève Gotzinger? Non, mais quel manque de classe quand même. Oui. Franchement, il y a un moment où c'est Judas, voilà. Et c'est le coup de grâce. Oui. Bon. Vous pensez que, comme François Hollande, qui lui soutient Anne Hidalgo malgré le fait il aurait dû faire pareil. Enfin, il reste une figure tutélaire de la droite. Là, c'est vraiment le coup de poignard dans le dos à la candidate de la droite. Je trouve que c'est pas normal. Ouais. Enfin, moi, ça me choque un peu. C'est quand même un ancien président de la République qui donne l'impression de régler ses comptes. Oui, elle a soutenu Juppé à la primaire en 2017, mais elle a quand même été sa ministre et pas une si mauvaise ministre. C'est sa famille. Une bonne ministre, c'est sa famille politique. Certes, elle a commis des maladresses. Certes, elle affiche peut-être un petit peu trop la personne de Jacques Chirac et l'attachement au chiracisme. Elle a eu des propos comme la référence au Karcher qui n'est pas beaucoup plu à Nicolas Sarkozy. Mais franchement. Pourtant, c'était fait pour lui plaire. Hein. Mais elle est assez maladroite. Elle est assez maladroite. C'était censé. Enfin, je trouve pas ça juste pas correct. Oui.
Pascal Jalabert? Ce qui différencie la droite et la gauche, c'est que souvent, à gauche, il y a des fractures et des haines idéologiques, et à droite, c'est plutôt des haines de personnes. Donc là, on est plutôt dans ça. Bon, voilà, ils ne se portent pas dans leur cœur. Donc voilà. Petite différence avec François Hollande, c'est que François Hollande, lui, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de faire la politique. Il a toujours fait ça, il ne sait faire que ça. Et voilà. Et si c'est investi en Cameron Hidalgo, c'est en pensant qu'il peut encore jouer un rôle derrière, ce qui d'ailleurs irrite beaucoup les jeunes élus socialistes qui lui reprochent quand même d'avoir mis à bas le parti. Oui. Si vous voulez, moi je ne suis pas sûr que le soutien de Nicolas Sarkozy ait changé la donne, mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il ne la soutienne pas ne l'arrange pas dans le climat et dans le contexte dans lequel elle se trouve. C'est vrai que c'est assez finalement surprenant, mais ça fait déjà plusieurs semaines que la rumeur circule que Nicolas Sarkozy soutiendrait plutôt le président sortant, Emmanuel Macron. Donc on peut penser qu'en fait Nicolas Sarkozy ne va pas donner de consigne de vote au premier tour de cette élection présidentielle, ça paraît à peu près sûr maintenant, qu'il appellera à voter au second tour pour Emmanuel Macron face au candidat auquel sera opposé Emmanuel Macron. Alors évidemment, si c'était Valérie Pécresse, là ça poserait problème pour Nicolas Sarkozy. Mais enfin, apparemment, vu les intentions de vote, c'est pour l'instant assez peu probable comme hypothèse. Mais face à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, Nicolas Sarkozy prend aucun risque. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Alors, je voudrais justifier un petit peu, donc un petit peu prendre la défense de Nicolas Sarkozy. Il a été beaucoup trahi, il a été beaucoup trahi, et effectivement, alors il est un peu rancunier, on comprend, et surtout que, il a trahi Chirac en 95. C'est un homme libre et elle n'a pas été. Elle n'a pas été, Valérie Pécresse, très supportive, on va dire, de Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas été très respectueuse de lui non plus. De choses. Il a été beaucoup trahi. Rappelez-vous le déjeuner Jouillet pour Fillon, etc. Bon, toujours est-il que aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas tellement d'enjeux. Alors on dit beaucoup, et je souscris un peu à ça, que le soutien à Emmanuel Macron, faut pas oublier qu'il avait envoyé des avant-gardes. Il y a Éric Woerth qui y avait été, d'autres encore. On dit beaucoup que il aurait passé un accord avec Emmanuel Macron pour essayer de se débarrasser autant que faire se peut de ces ennuis judiciaires qui sont devenus lourds avec les décisions de première instance. Mais la justice est indépendante. Oui, c'est ça. Oui. Cette époque est terminée, Régis. Non, mais bien sûr. Mais l'indépendance ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'impartialité. Si l'indépendance est l'outil de l'impartialité, or cette justice est totalement politique. Bon, c'est le titre de mon livre d'ailleurs. Bon, deuxième observation. Alors, effectivement, on peut dire que Valérie Pécresse n'a pas soutenu, n'a pas aidé Nicolas Sarkozy. Moi, personnellement, je trouve que après avoir un peu comme tout le monde ricané au début de sa campagne, après son meeting calamiteux, je trouve qu'elle est assez courageuse. Elle se bat dans un contexte difficile. Elle tient la barre pour ce qui la concerne. Moi, je lui tire un peu mon chapeau, et ce d'autant, de peut-être faire plaisir à Valérie, que comme par hasard et comme d'habitude, pointe un certain nombre de réflexes sexistes, un petit peu. Il y a un côté misogyne dans la façon dont elle subit aujourd'hui, et donc elle a ma sympathie. Mais attention, je ne vais pas voter pour elle, soyons clairs. Oui, moi je trouve ça misogyne et sexiste de dire ça. C'est-à-dire vous êtes une femme, vous y allez comme les autres, non ? Non, ce que je veux dire, Valérie, bien sûr. On a déjà eu ce débat ici. Elle se bagarre, etc. Non, mais si vous voulez, sur les réseaux sur lesquels je suis assez fréquemment, il y a ce petit côté-là. En plus, c'est tout ce que je dis. Non. Écoutez, on a combien de candidates 4 ou 5 on n'a pas sur Le Pen. Le côté sexiste ne fonctionne pas. Alors pourquoi ? Non. Voilà. Oui, ça c'est une vraie question. On peut quand même s'étonner aussi. Parce qu'elle est meilleure qu'elle aussi, qu'elle a moins à dire. Elle habite mieux la fonction de candidate. Et alors, Le Pen, elle a l'avantage, c'est que finalement, c'est sa 3e candidature. D'ailleurs, moi, je constate ceux qui font aujourd'hui la meilleure campagne, finalement, ce sont ceux qui ont l'expérience de la campagne. C'est-à-dire Mélenchon et Le Pen. Ils ont deux atouts. Ils ont une marque et un récit. Valérie Pécresse, depuis le début, son problème et sa difficulté, c'est que
c'est pas elle. Elle s'est mise à parler comme Éric Ciotti. Oui. C'est pas Valérie Pécresse. Elle a ressorti le programme de François Fillon. C'est pas Valérie Pécresse. Elle a parlé du Karcher. C'est pas Valérie Pécresse. Elle n'a pas réussi à construire un récit, à imposer une marque. Alors qu'elle avait fait une très belle campagne pour les élections régionales. Je vais vous dire juste un détail. Pendant les régionales, en discutant un peu par-ci par-là dans les bistrots de Paris, les gens disaient Valérie. Voilà. Et là, Pécresse. Et ça change tout sur la perception. Alors vous allez me dire, c'est un détail? Non, ça change la perception. Non. Elle n'a pas réussi à construire ni une marque ni un récit, alors que la marque Le Pen, la marque Mélenchon, la marque Macron, elles sont déposées depuis longtemps et elles sont dans une continuité. Et dernier point, un fonctionnement professionnel. Moi, j'ai pas beaucoup vu Christian Jacob pendant cette campagne. Gérard Larcher, pas beaucoup. Bruno Retailleau, à minima. Elle n'a quand même pas été très soutenue. Non, elle n'a pas été très soutenue par son camp. Xavier Bertrand était très loyal avec elle. C'est Xavier Bertrand qui a le mieux fait le job. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut obliger Nicolas Sarkozy à soutenir une candidate qui n'apprécie pas? Par rapport, pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal, c'est vrai qu'elle avait quitté LR à cause d'une ligne politique qu'incarnait LR à ce moment-là. Et aujourd'hui, elle fait sa campagne sur cette ligne politique qu'il avait autrefois conduite à quitter LR. Et là, il y a une absence de logique. Voilà. Le problème, c'est la marque. Alors, il y a la marque Pécresse qui est problématique aujourd'hui, mais c'est la marque LR qui pose problème. Parce que le soupçon d'insincérité qui pèse sur Valérie Pécresse, c'est un soupçon d'insincérité qui est beaucoup plus large, qui pèse aux yeux d'une grande partie de l'électorat de droite sur les LR. Les LR ont été au pouvoir et on considère, dans un certain nombre de segments de cet électorat, que chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils n'ont pas fait la politique pour laquelle ils avaient été élus. Donc elle hérite aussi d'une certaine manière de cette perception. Valérie Pécresse. Et puis l'autre sujet, qui est lié au LR, c'est que les LR n'ont jamais résolu leurs problèmes de positionnement politique depuis 5 ans, entre Emmanuel Macron qui leur tond la laine sur le dos, et de l'autre côté, la droite Le Pen zémourienne, qui a quand même une capacité d'attraction très forte sur une partie de son électorat. Vous êtes capable de me dire quelle est l'identité des LR aujourd'hui? Moi, je suis pas capable. C'est ça, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de récit. Voilà. Non, c'est effectivement, il n'y a pas de récit. On va marquer une petite pause et on va revenir sur ces détenus radicalisés comme l'assassin d'Ivan Colonna, le meurtrier d'Ivan Colonna, Franck Elong Abbé. Il y a plusieurs articles aujourd'hui dans la presse qui interpellent et qui posent un certain nombre de questions sur cet homme et sur le fait qu'il n'ait jamais été évalué ni pris en charge. Alors, une enquête antiterroriste sur l'assassin d'Ivan Colonna nous apprend qu'il y a eu 10 commissions pluridisciplinaires uniques qui se sont tenues entre le 17 octobre 2019 et le 24 janvier 2022. Donc 10 commissions sur le détenu qui a tué Ivan Colonna. Ces commissions ont tiré le signal d'alarme sur l'enracinement radical de cet agresseur et il aurait dû être placé en quartier d'évaluation de la radicalisation, ce qu'on appelle un QER. Et cette recommandation clôture la dernière synthèse jamais étudiée en QER à préconiser. Donc c'est ce qui était préconisé. Et donc il a par ailleurs à plusieurs reprises exprimé l'idée qu'il serait prêt à commettre un attentat, l'idée de mourir en martyr, en héros, d'être un grand pour l'islam, etc., etc. C'était un détenu qui était auxiliaire, c'est-à-dire un détenu autorisé à travailler dans la prison, qui pouvait se déplacer librement. Au-delà du cas particulier d'Ivan Colonna et du meurtre particulièrement sauvage dont on a aujourd'hui des éléments plus précis, on s'interroge sur le devenir de ces détenus particulièrement radicalisés et qui ne sont pas pris en charge. Non, mais ce qui est très surprenant, si vous voulez, dans ce que vous venez de décrire, c'est que c'était quelqu'un qui était un ancien d'Afghanistan. Il faut quand même jamais l'oublier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était allé faire le djihad sur le terrain dans un pays qui plus est, je veux dire, qui est quand même particulièrement dur. Et qui a été extradé des États-Unis. Qui a été extradé des États-Unis. Donc, qui n'ait pas été identifié comme un détenu finalement radicalisé, est déjà en soi un dysfonctionnement majeur en la matière. Ensuite, l'autre point qui est quand même en effet totalement aberrant, c'est que ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y avait eu déjà des faits de violence.
violence. C'est-à-dire qu'il n'était pas à son premier fait de violence. Absolument. Il y avait eu déjà des tensions dans un certain nombre. Alors, je ne sais pas s'il a toujours été à Arles, mais ailleurs. Donc, ça aussi, ça pose problème. Ça aurait dû, à minima, alerter les autorités pénitentiaires. Libérable l'année prochaine. Il était libérable en 2023. Le plus important, c'est qu'il était libérable l'année prochaine. Alors, le point le plus paradoxal de cette affaire. Bien dans le micro. Le point le plus paradoxal de cette affaire, c'est qu'il bénéficiait d'un statut d'auxiliaire. Oui, c'est-à-dire donc assez libre de ses mouvements dans la prison. Assez libre, oui. Enfin, autant qu'on puisse être libre dans une prison. Mais enfin, il avait un certain nombre de tâches qui lui étaient confiées. Il était payé pour ces tâches. Et notamment, on l'a laissé seul avec Yvan Colonna. Et je rappelle un dernier point quand même sur cette affaire, parce que les autorités corses l'ont dit à ce moment-là, il y a déjà depuis 2016 ou 2017, l'exécutif corse avait prévenu, les détenus corses étaient particulièrement ciblés par les détenus islamistes. Alors qu'on laisse un détenu islamiste avec Yvan Colonna pendant 10 minutes dans une salle de sport, ça pose question. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait après ? Sans aucun contrôle. Sans aucun contrôle. Caméra de surveillance sur lesquelles on voit absolument pas ce qui se passe. Apparemment si. Sur le moment, je veux dire, il n'y a pas eu d'atteinte, mais il y a des caméras de surveillance, donc même si vous êtes seul dans un endroit, elles fonctionnaient pas. Donc Ah bon ? Non, elle fonctionnait, mais personne ne regardait. Je crois que c'était une opération de maintenance ou quelque chose comme ça. Mais ce qui était, alors quand on lit le rapport qui a été fait, ils s'entendaient plutôt bien avec Colonna. Ils avaient l'habitude de faire du sport ensemble. Vous connaissez le phénomène de la dissimulation. Absolument. Mais c'est ce qui était souligné dans ces commissions, Pascal Jalabert. Oui, alors on a tous les ingrédients: radicalisation, déséquilibre psychiatrique, violence. Voilà. C'est une défaillance majeure, un dysfonctionnement monumental du système carcéral français. Ce n'est malheureusement pas le seul. Et cette affaire montre que depuis des décennies, on met la poussière sur le tapis sur ce qui se passe dans les prisons. On n'a pas traité le sujet des détenus radicalisés. On n'a pas traité le sujet de détenus qui relèvent plus de la psychiatrie que du pénal. On n'a pas traité le manque de moyens global des prisons, le fait de ne pas en construire, on mélange un peu tout le monde, bref, un dysfonctionnement majeur. Alors est-ce que cette affaire va permettre de le résoudre ? C'est peu probable depuis des années. Regardez le père Hamel. Je veux dire, c'est pareil. La personne qui l'a assassiné se baladait avec un bracelet électronique. Voilà. Donc finalement, à chaque fois, il y a une émotion, à chaque fois, il y a une colère, à chaque fois, il y a une analyse, et puis finalement, rien ne change. Et il n'y a pas de responsable. Oui, il n'y a pas de responsable parce qu'apparemment, il n'y avait plus de directeur dans cette prison. On était en situation d'intérim. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y en a eu un précédemment. Je précise que dans ces rapports, il est dit qu'on attirait l'attention sur ce détenu et sur sa dissimulation, sur son aura sur les autres détenus. Voilà. Donc il avait quand même un certain nombre de choses qui auraient dû alerter. Alors Régis de Castelnau. Alors, c'est une question qui a plusieurs facettes. Il y a une première facette qui est malheureusement la dégradation du service public de la justice, puisque l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice, qui est un des ministères, je veux dire, les plus pauvres, proportionnellement, de la République française. Deuxièmement, c'est une question effectivement assez délicate à traiter parce que c'est une délinquance qu'on traite comme une délinquance normale. Alors, il y a des qualifications de terrorisme, mais on est dans le cadre français et européen. Or, en ce qui concerne les regroupements, les déplacements de détenus, les conditions d'exécution des peines, on a un cadre qui est défini par des accords internationaux, qui est défini par la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est pas facile. Et c'est pas facile aujourd'hui, faute de moyens, avec des contraintes juridiques, de traiter ce problème-là. Moyennant quoi ça débouche, et il faudrait peut-être qu'on le prenne à bras-le-corps, sur une catastrophe qui est effectivement le meurtre ou l'assassinat d'Yvan Colonna, et je veux dire un problème politique majeur. Oui. Je veux dire, ça a propagé un incendie à la Corse en pleine campagne électorale. Alors, on a des surenchères de démagogie à droite à gauche, on a une crispation des souverainistes, etc. Tout est catastrophique dans cette affaire. Et où est le garde des Sceaux ? Beaucoup de nos auditeurs nous disent silence assourdissant quand même d'Éric Dupond-Moretti, dont on rappelle qu'il avait été l'avocat d'Yvan Colonna. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu et que depuis, ça fait quoi, 3 semaines, plus que ça fait
fait plus d'un mois. Non, mais il n'intervient plus sur le dossier des prisonniers corses, tout simplement parce qu'il a été avocat de Colonna. En tout cas, c'est ce qui explique. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, le dossier. Non, mais je suis d'accord, surtout qu'en plus, c'est un problème d'administration pénitentiaire. Absolument. Donc, qu'il faut détacher du problème, en effet, j'allais dire au pénal. Mais c'est vrai que ce silence est assez assourdissant. Mais lisez l'article dans le Figaro d'aujourd'hui qui est assez saisissant. Il y a quand même eu des conversations interceptées en 2020 où il parlait à son oncle en lui disant qu'il se renseignait pour savoir ce que sont devenus tous ses frères anciens combattants comme lui. Et il termine en disant qu'il sera un homme très occupé dehors, etc., etc. Donc il sous-entend que les talibans sont un État à part entière. Donc de toute façon, la récidive aurait été évidente. S'il était sorti, elle se serait produite à un autre moment. Voilà, l'Afghanistan, c'est quand même là-bas d'où sont revenus les djihadistes les plus violents. C'est-à-dire, on les a appris à tuer, à dissimuler, à décapiter. Donc, le suivi aurait quand même dû être beaucoup plus renforcé que ce qu'il était. Après, ça pose le problème aussi de la capacité de déradicalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Est-ce qu'on peut déradicaliser ou pas? Ou est-ce qu'il faut, à l'inverse, finalement, assigner à l'isolement en permanence? C'est un vrai choix quand même. Alors, c'est un vrai choix, mais il y a quand même une différence entre un détenu, entre quelqu'un qui s'est radicalisé sur la toile parce qu'il est pas mal dans sa peau, quelqu'un qui vient du terrain, et quelqu'un qui a quand même passé plusieurs mois en Afghanistan au milieu de coupeurs de tête. C'est quand même pas tout à fait le même niveau. Dans son cas, l'objectif, c'est de prévenir la récidive. Et là, on n'a pas su prévenir la récidive. De radicalisation. Vous voulez savoir où il est, Éric Dupond-Moretti? Oui. Hier, il était entendu par les magistrats de la CJR, par les magistrats de la Cour de justice dans l'affaire des soupçons de prise illégale d'intérêt. Donc, il a usé de son droit au silence. Donc voilà, il était peut-être occupé, mais c'est vrai que cet article m'a interpellé, en tout cas parce qu'il n'est pas le seul. Alors, il n'est pas silencieux, Valérie, il n'est pas silencieux. Il a fait une jolie vidéo, tout souriant, où il dit qu'il faut venir à l'Arena de Nanterre, soutenir le merveilleux Macron. C'était ridicule, parce que tout le monde le connaît, c'est un avocat de talent, tout le monde le connaît, souvent en colère, grommelant, etc. Et là, il a essayé de prendre une image souriante, et c'est bizarre, ça faisait curieux. Là, il y a du rameutage pour l'Arena. Je sais que on donne même des cadeaux. Oui, on donne même des cadeaux effectivement pour que les gens viennent. On va marquer une pause. On va parler du Covid. Est-ce qu'il faut remettre les masques? Le vote, faudra-t-il mettre un masque? Tous ces sujets avec vous dans un instant. Les débats avec vous. On va parler du Covid. Alors, Régis, j'avais une question pour vous que posent nos auditeurs. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce que des ministres ont le droit d'encourager, d'appeler à un meeting pour le candidat de la même manière que le Premier ministre était allé tracter au Rincy? C'est légal ou pas? Ça dépend quand. Alors, le problème, on est en période électorale, donc toute contribution à cette campagne doit être identifiée et chiffrée d'ailleurs. Alors, ces ministres sont payés par l'État, ils ont une mission, mais ils peuvent être aussi, dans leur vie privée, ils peuvent être des militants. Le problème, c'est qu'ils utilisent, semble-t-il, les moyens de l'État pour se déplacer, pour assurer leur sécurité dans ces déplacements. Donc, il y a dans la pratique une espèce de devoir de réserve. Manifestement, celui-ci est violé. Vous voyez, il faut trouver un équilibre. C'est pas, on va pas dire au ministre vous taisez pendant la période. C'est joliment formulé, Régis. Mais c'est pas illégal. Si vous voulez, je vais pas être accablant là. Je vais pas être accablant parce qu'on va pas demander aux ministres de ne pas soutenir leur champion. Ça, c'est normal. Et puis ça ferait bizarre. En revanche, il faudrait qu'ils soient quand même un peu plus discrets à certains moments. Voilà, bon, d'accord, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, et puis voilà. Ça peut le devenir, si c'est complètement. Si vous voulez, quand Nicolas Sarkozy avait été en tant que président sortant à Toulon. Il avait été faire un déplacement de président et il en avait profité le soir pour faire un meeting. Et donc, on avait mis à la charge de sa campagne une partie du coût du déplacement. Eh bien, ce compte a été rejeté parce qu'on considérait que la part mise sur le meeting et portée au compte de campagne était insuffisante. Ça lui a coûté 11 millions d'euros qui n'étaient pas remboursés et le sarcoton. D'accord.
Donc ça peut faire l'objet de contrôle a posteriori de la Commission nationale des comptes de campagne. Quelques mots sur le Covid. On voit que les mesures ont été allégées, voire levées dans la plupart des lieux publics depuis le 14 mars. Le nombre de contaminations continue d'augmenter pour toutes les classes d'âge et dans toutes les régions. En revanche, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. Protocole sanitaire particulier pour les élections, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, il devrait y avoir peut-être des propositions qui seront faites pour les assesseurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a levé un peu trop vite les restrictions? On a changé de priorité, très clairement. Enfin, il y a quelques mois encore, on aurait vu ces hausses, cette tendance à la hausse du Covid. On aurait tous réagi différemment. Il y aurait eu peut-être de nouveaux confinements, enfin en tout cas des mesures très drastiques. Là, franchement, on a appris à vivre avec le Covid. D'abord, ce variant est quand même moins dangereux. On a appris avec. On a changé de priorité. Il y a la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'on vit ça de manière beaucoup plus sereine et qu'on sait tous qu'il y aura de nouveaux variants, il y aura de nouvelles formes de grippe, il y aura de nouveaux vaccins contre de nouveaux variants et voilà, c'est plus notre priorité. C'est plus la priorité. Pascal Jalabert? Oui, en effet, je crois que tout a été dit. Ce variant est moins puissant. Les services d'urgence ne sont quand même pas débordés. Et les personnes qui sont hospitalisées en réanimation sont toujours des personnes en majorité qui ne sont pas vaccinés ou qui présentent d'autres carences médicales lourdes. Donc du coup, oui, c'est un virus un peu plus violent qu'une grippe, mais les Français, comme les Européens en général, se sont habitués à vivre avec. Et s'il faut mettre le masque, ça aussi c'est devenu un réflexe naturel. On met le masque. Dans les transports en commun, personne ne rechigne. Donc voilà, on est passé à autre chose. Normalement, ça ne devrait pas altérer le scrutin. Mais ça désorganise quand même les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ça désorganise avec les cas contacts. Alors, les entreprises qui ont la possibilité de faire du télétravail, ça continue à fonctionner parce qu'aujourd'hui, les gens ne se mettent plus à l'arrêt maladie quand ils sont cas contact ou même quand ils sont infectés, qui n'ont que des symptômes très légers. Donc le télétravail fonctionne. En revanche, pour les entreprises qui n'ont pas le télétravail, oui, ça peut poser problème. C'est compliqué. Il y a, je vais citer deux cas de commerce qui sont fermés actuellement, que j'ai vus avant-hier, avec fermé pour cause de Covid, voilà. Oui, alors moi je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une espèce d'accoutumance et puis il y a d'autres priorités, mais il y a d'autres priorités dans le moment où l'on parle. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même une campagne présidentielle, il y a la guerre en Ukraine, tout ça fait que l'enjeu Covid passe un peu quand même au second plan, d'autant plus que le gouvernement avait quand même anticipé le relâchement des contraintes sanitaires il y a déjà maintenant quelques semaines. Mais rien ne nous dit si dans quelques semaines, voire dans quelques mois, à nouveau, on a une flambée du taux d'incidence, s'il y a un nouveau variant particulièrement contagieux, voire particulièrement dangereux, qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui soit une situation que l'on a déjà connue par le passé. Moi, je pense que quand même, la vérité, c'est qu'il va falloir quand même apprendre à vivre avec un virus, parce que tout simplement, on ne peut pas être en permanence soumis à des situations d'exception qui font que la société s'arrête de fonctionner. Enfin, regardez ce qui se passe en Chine, et beaucoup deux auditeurs me disent le retour de flamme Shanghai, Hong Kong n'affole personne. Je ne suis pas sûr que le modèle chinois soit non plus, je veux dire, le modèle le plus adapté. Non, mais c'est une question, question de virus. Je veux dire, s'il ferme, c'est aussi que le virus est peut-être plus virulent. Peut-être, oui. Après, moi, j'ai pas d'informations particulières, mais les écoles ferment là-bas et les choses se dégradent. Régis? Alors, oui, mais ils ont toujours eu cette approche, c'est-à-dire zéro Covid, quoi. Alors que nous, contraints et forcés, on a eu une approche, on s'est dit peut-être immunité collective, il y a vaccination de masse, etc. Eux, les Chinois réagissent très vite comme ça. Vous connaissez depuis 2 ans, Valérie, mes positions, je suis pro-vax, etc. J'étais pour des mesures sanitaires normales. Bon, j'ai entendu une réponse à votre question. Est-ce qu'on n'a pas changé, levé les contraintes trop tôt? Elle a été posée à Olivier Véran.
il y a une remontée des contaminations, est-ce qu'on n'a pas levé les mesures trop tôt? Il a répondu, oh ben regardez, dans les pays qui ne les ont pas levées, ça remonte aussi. Sous-entendu, les mesures ne servent à rien. C'était assez fabuleux. Hein. Bon, moi je me prononce pas sur le fond, j'en sais rien, hein, mais je trouvais ça assez étonnant. Et je partage l'opinion autour de cette table. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on en sorte. Bon, je veux dire, je vais pas faire comme Martin Blachier, puisque je suis boomer, en disant que c'est tout ça. Enfin, je veux dire, ce qui a été imposé à la jeunesse l'a été par des boomers qui voulaient absolument se protéger. Il n'empêche quand même que, je veux dire, il faut que cette société vive et respire d'ailleurs, et elle ne pourra pas faire autrement que de le faire en acceptant la présence de ce ou de ces virus. Ouais, tant qu'ils sont comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une virulence, une dangerosité moindre. Maintenant, s'il revenait à être aussi dangereux que celui qui l'a été au début, il faudrait peut-être prendre d'autres mesures. Quelques précisions envoyées par l'excellente Juliette Rioufol qui travaille à mes côtés. Depuis le 18 mars, la période de réserve, c'est la période de réserve pour les ministres, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le cadre de l'élection présidentielle, la période de réserve débute le 18 mars. Durant cette période, les membres du gouvernement doivent s'abstenir de tout déplacement dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas interférer dans la campagne. Et notre consoeur Françoise de Gois dit, dans une campagne normale, on parlerait de petits arrangements de l'exécutif avec les règles électorales, comme utiliser ses comptes officiels gouvernementaux pour faire venir les militants au meeting de l'Arena de Macron, mais nous nageons dans le surréalisme. Et sur les comptes sociaux, je suis d'accord, mais en fait, le phénomène quand même des comptes sociaux, il est nouveau d'une certaine manière. Il date maintenant d'une dizaine d'années. Donc on est aussi face à... Non, mais le problème, c'est que... Est-ce qu'on a une... Non, mais je suis d'accord, mais est-ce qu'on a aujourd'hui, au regard de l'évolution des moyens de communication, des textes qui sont toujours adaptés par rapport à ce que l'on vit en termes de communication? Ça aussi, il faudra peut-être se poser la question un jour, ou l'autre. Oui. Alors, faisons un peu d'histoire, parce que c'est toujours la même chose. L'utilisation des comptes sociaux, c'est comme Marlène Schiappa utilisant les listings et le courrier de son ministère pour promotionner son bouquin. Raymond Poincaré, qui était président de la République, il écrivait à sa mère tous les jours. Il écrivait à sa mère tous les jours. Il écrivait sur un papier qu'il achetait. Il achetait le timbre et il allait lui-même personnellement le mettre à la poste pour pas que ce soit le général de Gaulle. Bien sûr, de Gaulle avec son compte EDF personnel. Et d'ailleurs, peut-être une petite parenthèse, on en parlait hors antenne, 500 000 € de patrimoine pour Emmanuel Macron, ça vous étonne? C'est pas beaucoup pour un ancien banquier. C'est pas beaucoup. Régis, vous avez vu. Il devait être très dépensier. L'enquête de l'UMA. Oui, enfin, c'est pas une enquête. Ils disent un copain d'un mec qui bosse pour Rothschild. Oui, donc attendez, c'est pas du journalisme, mais c'est des pistes. Oui, ce sont des pistes sur les trusts. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Valérie Pécresse et son mari, d'une certaine façon transparente, pour les stock options d'Alstom. Mais effectivement, où est cet argent? Où est-il passé? Enfin, on a quand même un gros problème. Oui, ça n'intéresse pas grand monde non plus, mais c'est vrai que 500 000 € pour un homme de 40 ans qui a été banquier et qui est nourri, logé à l'Élysée, ça paraît assez peu. Ça paraît peu. Et qui a touché une commission importante au moment où il était chez Rothschild. Et dès ce moment-là, il annonçait un patrimoine minuscule. On voulait dire quelques mots de notre sondage quotidien Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, et plus particulièrement sur ce second tour qui se resserre. Alors encore une fois, Frédéric Dabi nous met en garde contre des évaluations de second tour qui seraient hasardeuses. Néanmoins, c'est encore une fois une photographie à l'instant T. 56% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. 53-47. 53-47. Oui, 53, pardon, c'est moi qui ai mal vu. 53-47. On est effectivement dans la marge d'erreur. Si c'était Jean-Luc Mélenchon, ce serait 41,5 face à 58,5. Oui, 42-58. Frédéric a raison de mettre en garde. Oui, c'est vrai que les sondages second tour avant le premier, ça rime jamais à grand chose. Cela dit, c'est quand même une tendance. Ça signifie quand même quelque chose, ça révèle quelque chose, un effet de tassement pour Emmanuel Macron, qu'on voit quand même ces derniers jours. L'effet drapeau joue moins pour lui, et une dynamique en faveur de Marine Le Pen, une dynamique de campagne qui joue en faveur de Marine Le Pen. Il perd des points ces derniers jours, puisque l'effet drapeau, ce qu'on appelle l'effet drapeau par rapport à la guerre, est en train de s'estomper. Alors, moi j'ai comparé les sondages
sondage de premier tour. Donc 10 jours avant l'élection, il se trouve que le Rolling IFOP et puis deux autres donnaient exactement le résultat en 2017. Mais avec deux nuances qu'il faut à tout prix apporter. La première, c'est qu'en 2017, l'abstention était évaluée à 20% et l'indécision à 15%. Là, on est sur une abstention qui pourrait dépasser 30% et surtout sur une indécision qui dépasse 30%. Donc les lignes peuvent encore bouger et le pronostic est beaucoup plus compliqué. Si on prend les 4 dernières présidentielles, 2002, gros plantage des sondages, 2007, 2012, 2017, les sondages donnent le bon résultat, mais parce qu'il y avait peu d'indécision et qu'ils étaient juste sur le taux de participation. Là, Frédéric Dabi et d'autres concèdent même qu'il y a un grand flou sur le niveau de participation et le taux d'indécision. La question de la participation, c'est toujours un vrai sujet. De toute façon, pour les instituts de sondage, ils ont énormément de mal à évaluer la participation. Et donc, en effet, si la participation n'est pas à la hauteur de celle qu'ils ont prévue, tout leur échafaudage en termes d'estimation peut s'en trouver bouleversé. On l'a encore vécu il y a 6 mois avec les régionales. Mais moi, ce qu'il quand même faut noter, en effet, c'est que je suis d'accord. C'est-à-dire, le second tour, on remet quand même les compteurs à zéro. C'est important. Il y a le débat. Mais ce qu'il faut noter quand même, moi je le dis depuis très longtemps, c'est que la candidature Le Pen est une candidature qui est quand même une candidature solide sociologiquement. C'est une candidature où on voit qu'elle mène une campagne où elle ne fait très peu de fautes en termes de communication, je ne parle pas du fond. Et troisièmement, elle sera beaucoup plus coriace dans un second tour, en tout cas si elle est qualifiée au second tour, qu'elle ne l'a été en 2017. Et donc ça, c'est quand même un point très important. C'est-à-dire que, et puis alors en effet, le dernier point, c'est que qu'est-ce qu'on assiste depuis 10 jours, à un tassement d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur la guerre, on voit bien que c'est devenu une préoccupation qui passe au second plan. Opinion Noé, je crois, l'IFOP l'a montré, c'est-à-dire que la guerre n'est plus ce qui cristallise l'attention. Et la question fondamentale, c'est le pouvoir d'achat. Et là-dessus, force est de constater qu'elle l'a anticipé il y a très longtemps. On peut ajouter un point, c'est qu'en 2017, les électeurs de gauche s'étaient quand même mobilisés pour Emmanuel Macron. Même si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas clairement appelé. Là, ça va être plus compliqué de les amener. Le Rolling IFOP est passionnant. Moi, je le regarde. Frédéric a raison. Il appelle l'attention sur le problème de l'abstention. Mais vous regarderez dans la livraison d'hier, ce qui est très intéressant, c'est les reports de voix. Alors, bien évidemment, ils sont évalués. Et on s'aperçoit des déperditions pour Macron entre les deux tours, des déperditions importantes. Ceux qui ont fait Castor en 2017 risquent en grande partie de s'abstenir. Abstention différentielle, c'est pour ça que les pronostics sont très difficiles, mais clairement, l'effet Castor va jouer beaucoup moins. Oui. Eh bien, merci à tous les 4. Dans un instant, c'est Philippe David que vous allez retrouver en lieu et place d'André Berkoff qui est en vacances. Voilà. À demain, et très bonne journée sur Sud Radio.